et bienvenue dans le podcast Un sabot après l'autre. Moi, c'est Mélanie Gobet, je suis journaliste et passionnée d'équitation depuis toute petite. Il y a quelques années maintenant, j'ai découvert l'univers de ce qu'on appelle l'équitation éthologique. Depuis, j'ai rencontré de nombreuses personnes inspirantes qui s'impliquent sans relâche pour que le bien-être du cheval soit au cœur de la pratique de l'équitation. J'avais donc envie de leur donner la parole pour que tous les amoureux des chevaux puissent les découvrir et profiter de leurs connaissances si précieuses. Dans ce 3e épisode, je reçois Marie Desbombourg, la créatrice d'Equinéa. Après 2 épisodes sur l'équitation éthologique, on va parler d'un thème totalement différent mais qui concerne aussi le bien-être des chevaux. Marie est massothérapeute, elle masse aussi bien les chevaux que les cavaliers et elle nous expliquera comment elle a développé sa technique et comment elle effectue des analyses posturales pour améliorer l'harmonie dans le couple. Mais Marie ne s'arrête pas au massage, elle ne cesse d'apprendre, de se former, de s'entourer de nombreux professionnels pour perfectionner sa technique. En vrac, on a parlé yoga des yeux, mission de vie, partage et soins à l'argile. Et puis surtout, elle nous a annoncé 2 grandes nouvelles, alors écoutez bien jusqu'au bout pour ne rien rater. Salut Marie, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Salut Mélanie, merci pour l'invitation. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, comment tu en es arrivée à faire ce métier ? Oui, déjà, je montais à cheval déjà toute petite. Ma marraine m'a donné l'envie de m'intéresser au monde équin déjà vers 6-7 ans. Et puis, j'ai eu la chance d'être très vite aussi dans ce monde-là assez agricole parce que mon papa était inséminateur. Et puis donc, je parcourais parfois les tournées avec lui dans les fermes. Et puis, ma maman était thérapeute. Donc, nous soignait toujours par homéopathie, etc. Donc, on a toujours été baignés dans les médecines alternatives. Et pour moi, c'était devenu une évidence. J'avais vraiment ce flux dans les mains. J'avais vraiment envie de masser les gens depuis toute petite. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans cette profession. Et puis, par la suite, j'ai découvert ce que je pouvais faire avec les animaux aussi. Et puis, si tu peux un peu nous expliquer, alors, qu'est-ce que c'est exactement la massothérapie équine ? Oui, bien sûr, c'est une médecine complémentaire, alternative aux médecines traditionnelles. Comme on le connaît déjà pour nous, avec toutes ces médecines alternatives, ces soins alternatifs, que ce soit avec le shiatsu, les massages, sont vraiment des soins qui permettent de travailler sur la prévention plus que sur la guérison en elle-même. Et c'est très complémentaire parce que la massothérapie, on travaille sur la partie musculaire, sur les attaches ligamentaires, sur les tendons, chose que, à l'inverse de l'ostéopathie aussi, qu'on peut travailler en viscéral ou aussi en structurel et en fonctionnel, sera une complémentarité entre les 2 métiers. C'était ma prochaine question. Quelle est la différence avec l'ostéopathie ? Donc, c'est complémentaire. On peut faire autant l'un que l'autre pour son cheval. Oui, moi je travaille beaucoup avec des ostéopathes, qui soient fonctionnels ou travaillent en structurel, parce que finalement, on aide et l'un et l'autre à travailler sur quelque chose qui est parfois plus profond. Donc, il peut y avoir aussi des déficiences musculaires, mais qui sont dues à des causes qui sont structurelles. Et par leur métier, par leur savoir, les ostéopathes, ils peuvent aussi travailler sur la cause principale. Et puis parfois, on sait qu'il faut aussi détendre musculairement parlant parce qu'il y a des petites attaches, il y a des petites tensions, il y a des nœuds musculaires, etc. Donc, c'est pour ça que c'est très complémentaire et que je travaille avec eux parce qu'on a vraiment 2 points de vue qui permettent d'avoir un lien sur l'animal, mais même sur les personnes, finalement. C'est souvent comme ça et le médecin, lui, a sa propre vision et qui permet aussi d'orienter sur le besoin du client. Peut-être avant de parler du massage en lui-même, qu'est-ce que tu as dû faire comme parcours pour faire ce métier ? J'ai commencé par les humains. Donc je me suis vraiment spécialisée pour les cavaliers, les cavalières parce que c'était le monde que je connaissais le mieux. Donc j'ai fait une formation de massothérapeute professionnelle, masseur professionnel dans une école privée à Genève sur 3 années. Donc il y avait vraiment tout cet aspect anatomie, pathologie, physiologie le plus traditionnel de base quand on peut avoir la base de la médecine ou de la physiothérapie. Et puis par la suite, je me suis spécialisée. Donc j'ai fait
plusieurs petites formations qui m'ont permis après d'améliorer ma qualité de soins, d'améliorer mes connaissances, de partager aussi mon savoir, parce que c'est ça le but par la suite, on en discutera après, certainement. Et ce qui permet de toujours garder cette qualité, toujours investir en soi-même, ça c'est vraiment le mot d'ordre, parce que finalement il faut aussi améliorer cette qualité, on peut toujours s'améliorer dans la vie. Et d'avoir ces formations continues, que ce soit en crânio-sacré, que ce soit en méthode de Breus ou d'Orne, ce sont vraiment des thérapies qui permettent d'améliorer la qualité du soin par la suite. Donc j'ai commencé avec les personnes, et puis par la suite, je me suis vraiment rendu compte que souvent, il y avait les mêmes asymétries sur le cheval que sur le cavalier. Et donc là, je me suis dit, il faut aussi faire quelque chose pour les chevaux. Et donc j'ai suivi une formation pour les chevaux à Payerne, donc en massage équin. Et c'est aussi, ça m'a beaucoup aidée parce que finalement l'anatomie est plus ou moins la même, sauf que les chevaux n'ont pas de clavicule et le gabarit change, évidemment. Et alors, quand est-ce que c'est utile pour un cheval de se dire, voilà, mon cheval, je vais lui, entre guillemets, offrir un massage? Ça dépend de son activité, ça dépend de son environnement, ça dépend des objectifs des cavaliers qui le montent aussi. Il y a des cavaliers qui font appel à mes services parce qu'ils veulent quelque chose en prévention pour justement éviter les blessures, éviter les claquages, éviter les courbatures, des choses comme ça. Simplement préparer pour un long voyage ou quand ils reviennent de 10 ou 12 heures de camion. Ça permet de détendre, c'est tout comme nous, on le voit au bout d'un moment, on a certaines tensions, on se dit « Ah, mais là il me faudrait un massage », c'est devenu presque essentiel dans la tête des gens et justement en Suisse on a cette opportunité d'être quand même très alerte sur les médecines complémentaires de par le fait que les assurances complémentaires prennent en charge ces soins. Donc au fur et à mesure, moi quand j'ai commencé ce métier il y a 6-7 ans, il y a vraiment eu cette évolution parce qu'au tout départ c'était insensé qu'un soin, un massage équin soit remboursé par une assurance complémentaire. Et finalement c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai que quand je disais ça au tout début à mes clients, je me suis dit mais on va aller vers ces soins complémentaires, ces soins alternatifs pour les chevaux autant que pour nous. Et c'est ce qui se passe actuellement. Est-ce que tu as vu aussi une évolution par rapport aux clients? Est-ce qu'au début, c'était presque, je dirais, peut-être des gens qui avaient un objectif avec le cheval ou qui faisaient de la compétition? Et est-ce que ça a un peu changé? Oui, ça a clairement évolué parce que c'est devenu presque routinier dans le sens où maintenant on intègre les massages dans la préparation des cavaliers et des chevaux de compétition. J'ai toute clientèle confondue, que ça soit une clientèle qui veut juste prendre soin de son cheval, qui fait du loisir ou du dressage pour son plaisir, ou des compétiteurs en saut d'obstacle. J'ai beaucoup de chevaux de compétition de saut d'obstacle parce que c'est avec eux que j'ai commencé dès le départ. Et puis par la suite aussi des écuries privées, des haras qui me font confiance maintenant pour plusieurs chevaux et qui me font vraiment venir régulièrement, que ça soit en dressage ou en saut d'obstacle. Et donc eux ce sont vraiment des chevaux de compétition, donc ils ont déjà tous les soins de base qu'on peut avoir aussi matériellement parlant, parce qu'il n'y a pas que les mains, il y a des ceintures de massage, il y a des tapis Bemer, il y a des tapis relaxants, etc. Mais ça va pas être la même chose parce que ça va permettre de détendre le cheval dans sa généralité, mais avec les mains on peut vraiment approfondir et être beaucoup plus précis sur les attaches ligamentaires, sur quelque chose qui va être très proche de la colonne, chose qu'on ne peut pas faire avec une machine. Par contre, les machines, elles peuvent vraiment détendre la partie la plus grande musculairement parlant, que ça soit sur le grand dorsal ou les fessiers par exemple. Concrètement, tu arrives vers un cheval pour un massage, qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Comment ça se passe un peu? Alors, en général, je fais toujours une analyse déjà de sa démarche. Donc, je le fais marcher, je le fais trotter devant moi en ligne droite pour déjà comprendre sa morphologie, son anatomie et sa démarche. Parce que ce qui me permet aussi, en double sens, de voir comment le cavalier il marche et comment il court. Parce que, comme je l'ai dit avant, je vois toujours les mêmes asymétries. Et finalement, qui compense qui? On arrive à se poser cette question de est-ce que la cause vient du cavalier ou est-ce que ça vient d'une déficience musculaire du cheval? Parce qu'il n'est peut-être pas encore formé, parce qu'il a 4-5 ans, qu'il faut former sa musculature, etc.
Donc je commence toujours par regarder comment il marche. Et ça, je l'ai beaucoup appris avec les maréchaux avec qui j'ai fait des stages. Parce qu'évidemment, la formation de base, ça suffit pas. Il faut quand même toujours s'améliorer, faire des formations continues. Chaque année, je pars en stage avec des professionnels de la santé équine qui m'apportent toujours beaucoup d'astuces, beaucoup de conseils, et ce qui me permet aussi d'améliorer et mon regard et mon toucher. Et puis la deuxième étape, c'est de prendre premier contact avec le cheval. Ça, c'est important parce qu'il y a des chevaux qui vont être plus ou moins sensibles. Il y a des chevaux qui vont aimer la pression forte. Il y a des chevaux qui vont aimer plutôt travailler en fascia. Il y a des juments qui vont être très très sensibles, que ce soit sur les ovaires ou que ce soit sur les intercostaux, etc. Et donc, c'est la première étape de prendre contact avec le cheval et d'être quand même dans un environnement qui soit calme, hein, parce que c'est mieux, c'est comme nous quand on a envie de se faire masser, voilà. Il faut être dans une salle calme. Et donc, ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième, alors ça se passe comme ça, un massage, moi je commence sur un côté, généralement vers l'épaule, comme ça c'est pas trop intrusif pour le cheval que je vois pour la première fois. Et puis, je vais travailler différemment de toucher, et la pression différente selon la morphologie du cheval, la puissance en fait qu'il va avoir dans sa musculature. Les côtes par exemple, les intercostaux, les muscles qu'il y a entre les côtes, il va falloir passer d'une certaine manière, dans un certain sens, avec une pression moindre. Alors que le dos, on va pouvoir y aller un petit peu plus fort, l'encolure aussi, et dans un sens différent, avec des techniques de massage différentes. Et donc ça, je le fais vraiment en fonction, maintenant, avec les années d'expérience que j'ai, en fonction de ce qu'aime le cheval. Et là, je le lis en fonction des oreilles qui se tournent vers moi, de sa façon de se positionner, s'il mâchouille un petit peu, s'il se met sur trois membres au lieu de 4. Vraiment, c'est là où on voit si le cheval il se détend ou pas. Donc chaque massage est vraiment différent, en fait. Totalement. Parce que chaque personne, comme nous, chaque humain est unique, chaque cheval est unique. Il a ses propres asymétries, personne n'est parfait, mais on va essayer d'enlever, avec la massothérapie, ces compensations musculaires. Et puis alors, la grande question, c'est est-ce que les chevaux, ils apprécient ? Oui, alors ils apprécient le nombre de fois où j'ai les chevaux qui se couchent sur mon épaule, parce que parfois quand je masse l'encolure, je pose vraiment la tête sur mon épaule et là je vois que le regard du cheval commence à descendre et ça c'est ma plus belle récompense, d'avoir un cheval qui dort entre mes bras, c'est la plus belle récompense, parce que je me suis dit là j'ai vraiment fait un bon soin et il s'est complètement détendu et c'est merveilleux. Ça dure combien de temps à peu près un massage ? Tout dépend du gabarit. En général, il faut compter bien 1 heure, même 1h15, parce qu'il faut prendre son temps. Avec les chevaux, il va toujours y avoir quelque chose où on va travailler en plus dessus. Peut-être qu'il faut accentuer sur l'encolure parce que c'est un cheval en dressage et puis qu'il a besoin d'être vraiment détendu sur les épaules. Je finis toujours les massages par des étirements. C'est très très important pour moi de faire des étirements. Et puis d'enseigner aussi, de partager les assouplissements que je fais à chaque cheval avec le propriétaire. Parce que c'est bien beau de se dire, j'offre un massage à mon cheval, c'est parfait, il sera tout remis, tout neuf. Oui, c'est le cas, mais après ça fait quand même 50%, le cavalier fait quand même 50% l'état musculaire du cheval. Donc c'est bien qu'il puisse aussi enchaîner par des étirements, enchaîner par des assouplissements et simplement de remettre la souplesse en place tous les jours avec le cheval. Avec ton expérience, les années, est-ce que tu remarques qu'il y a des problématiques qu'on voit vraiment souvent chez les chevaux, des choses qui reviennent assez fréquemment ? Oui, il y a souvent les mêmes déficiences. Alors comme je l'ai dit, souvent les mêmes déficiences avec le cavalier que sur le cheval, évidemment. Des grosses tensions sur les dorsales. La dernière côte, la thoracique la 18, c'est vrai que c'est celle-ci qui le prend le plus en général parce qu'elle est vraiment à l'arrière de la selle. C'est selon la position du cavalier, son équilibre. Faut pas oublier non plus la croissance du cheval. Faut pas non plus oublier cet aspect-là parce que finalement, c'est comme ça que va se faire la musculature au fur et à mesure de la croissance du cheval. Donc si on veut aller trop vite dans son développement,
il ne faut pas oublier de faire du stretching, d'étirer, d'enlever ces tensions-là. Et c'est là où interviennent tous les professionnels de la santé. C'est comme un enfant, on va le suivre quand il grandit. Le dentiste, c'est la même chose, etc. Donc, il faut suivre ces étapes, pas les griller et en prendre soin au fur et à mesure des années. Parce que c'est simplement ça qui va faire que le cheval y tient au fur et à mesure des années. Et souvent, les déficiences dorsales viennent d'un manque de tonus abdominal. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que les chevaux que je vois qui sont très bien travaillés au niveau abdominal ont un meilleur maintien du dos. Et j'ai fait cette constatation au fur et à mesure des années, évidemment. Mais aussi en fonction de l'harmonie de la paire qu'il y a et de l'équilibre du cavalier. S'il a plus de poids du corps sur la gauche, évidemment, le cheval va compenser sur la partie droite. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un élément entre le cavalier et le cheval qui est la selle, qui est le matériel. Donc il faut aussi que ça soit combiné et que tout le monde puisse travailler ensemble pour avoir vraiment les mêmes intentions et les mêmes données. On va justement parler de l'analyse posturale. C'est quelque chose que je trouve qui est peu connu, que personnellement j'ai jamais vu, jamais pu voir quelqu'un en bénéficier, faire une analyse. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et comment tu vas procéder pour faire cette analyse ? Alors en général, j'aime beaucoup faire l'analyse posturale pour des personnes qui ont un manque d'équilibre ou alors qui trouvent que leur cheval s'incurve moins d'un côté ou qu'il a un petit peu des déficiences au niveau musculaire et dans le travail. Et effectivement, l'analyse posturale permet de prendre conscience de ces asymétries parce que comme je l'ai dit avant, évidemment, la perfection n'existe pas, mais par contre, on peut améliorer ces déficiences. On peut améliorer le fait qu'on va compenser plus d'un côté que de l'autre. Les cavaliers qui ont eu des opérations sur les genoux, sur les chevilles, c'est quand même l'articulation la plus importante à cheval, parce que c'est avec cette partie-là qu'on amortit, qu'on va travailler aussi son équilibre, en fait, qu'on amortit dans les jambes. Donc, l'analyse posturale permet d'observer les asymétries, de comprendre d'où vient la cause, parce que ça peut venir du cheval ou du cavalier, et ça peut être soit l'un soit l'autre, et puis un peut compenser l'autre aussi. C'est pas que dans un sens. Et le fait d'en prendre conscience, ça fait la moitié du chemin déjà dans l'analyse et dans la compensation. Et moi, j'aime bien travailler avec une observation au sol, que le cavalier déjà il marche au sol pour vraiment comprendre s'il marche droit et comment il pose son pied, exactement pareil que le cheval. Et puis après, quand il est à cheval, quand je l'observe, ce sera avec ou sans étrier et aux 3 allures. Parce que c'est là où on voit la meilleure tenue et le meilleur équilibre. Et sur une incurvation qui soit plus ou moins grande, finalement. Donc vraiment, tu fais monter le cavalier et puis toi, tu observes juste avec tes yeux. Tu as appris à repérer ça ? Oui, je l'ai appris au fur et à mesure des années parce que j'ai cette formation de posturologue. Donc, on nous apprend quand même à détecter en fait l'étude de la marche et à comprendre en fait les asymétries qu'il peut y avoir entre le haut du corps et le bas du corps. Parce que tout fonctionne vraiment en combinaison et c'est souvent diagonal. Par contre, il y a un élément qui m'aide énormément, ce sont les logiciels d'analyse. Moi, j'en utilise un qui, à la base, est pour analyser les golfeurs, la position des golfeurs, qui est une position qui est extrêmement asymétrique. Comme beaucoup de sports d'élite, que ce soit en tennis, par exemple, c'est aussi très asymétrique. Et l'équitation, on a besoin d'être très symétrique, très centré, très équilibré pour non seulement garder ce rythme, cette cadence sur le cheval qui est très équilibrée, et puis pour éviter ces compensations comme j'ai dit avant. Donc ce logiciel me permet par la vidéo d'analyser avec certains lasers que je mets en place et une veste spécialisée pour vraiment voir si les épaules, la hanche sont alignées avec l'arrière de la selle, avec les fessiers du cheval et avoir vraiment cette structure unilatérale en fait, une harmonie totale.
Donc imaginons que tu fais le test et puis tu remarques que soit le cavalier, soit le cheval, ils ont une asymétrie. Qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce que tu vas proposer soit pour le cheval, soit pour le cavalier? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, ça dépend vraiment des cas. Ça dépend aussi de quel est l'objectif du cavalier. Est-ce que c'est simplement, il veut être confortable et puis rendre confortable son cheval, ou il a vraiment une perspective de performance? Parce que les exercices ne seront pas du tout les mêmes. Il va y avoir des exercices d'entretien pour du stretching, beaucoup d'étirements, du renforcement musculaire, que ça soit, alors si on parle du cavalier, que ce soit sur le bas du dos, ou de la souplesse dans le haut des épaules, dans la nuque, énormément. Parce qu'il ne faut pas oublier que le haut du corps, il est aussi équilibré avec les yeux. Les yeux recherchent l'horizontalité en tout lieu. Mais ça fait déjà une partie de l'équilibre du cavalier. Et souvent, quand on voit les cavaliers monter, on a le regard qui descend vers le bas, vers l'encolure, vers les oreilles du cheval. Alors que finalement, si on regardait un tout petit peu plus haut et d'avoir cette perspective beaucoup plus lointaine, on rectifie de quelques centimètres, même pas quelques millimètres, la position de la nuque. Et tout ça, ça joue une compensation sur les épaules, etc. Donc, tout est lié. Et si on a plus de souplesse dans les épaules, on sera plus à l'aise, on pourra regarder un peu plus loin, on pourra s'incurver de manière plus efficiente, plus optimale. Donc, il y a des exercices qui sont très différents pour certains cas. Et puis, il y a des exercices donc, d'entretien, comme j'ai dit, et des exercices de vraiment renforcement musculaire qui prennent quand même des mois à mettre en place parce que on a eu un accident, on a eu des opérations, des tendinites à répétition. Ce ne sera pas du tout la même chose à travailler. Et les personnes que j'ai observées qui sont gauchères, les personnes qui écrivent de la main gauche, sincèrement, elles sont beaucoup plus équilibrées que les personnes de la main droite. Parce que tout est fait dans la vie pour ouvrir les fenêtres à droite, ouvrir les portes à droite, conduire la voiture, ça va être à droite, fermer les vestes, ça va être à droite. Donc les gauchers, ils travaillent la main droite en permanence. Alors que les droitiers, c'est vrai qu'on a toujours une main qui est un peu plus forte que l'autre et du coup, ça renforce cette force qu'on a sur la main droite. Et ça, je l'ai observé notamment sur les chevaux parce que l'épiglotte, ce qui permet vraiment la déglutition chez le cheval, permet aussi d'avoir l'équilibre du cervelet. Et cet équilibre-là, si on l'a dans l'épiglotte, cette harmonie, ce confort dans l'épiglotte, finalement, on arrive à retrouver cette harmonie dans le couple cavalier-cheval. Okay. Donc tout est différent dans les exercices. Ça peut très bien être des exercices de renforcement musculaire comme du stretching, comme travailler la main gauche pour quelqu'un qui va être droitier. Voilà, c'est très travailler le yoga, travailler la respiration. Il y a des cavaliers qui sont en apnée complètement dans les concours parfois quand je les vois. Donc ça peut être sur des aspects très différents. Donc tu peux aussi proposer, quand tu fais l'analyse, après tu proposes évidemment ce genre d'exercice pour la suite, pour le suivi. Oui, je propose ce genre d'exercice et je travaille aussi avec des professionnels. Donc je travaille aussi avec une personne qui va éventuellement travailler sur les pieds, faire des semelles qui sont très adaptées pour la personne qui va mettre ses étriers d'une certaine manière ou qui aura plus de poids sur l'intérieur de l'étrier plutôt que l'extérieur, par exemple. Je vais travailler avec une personne sur le regard, s'il y a besoin de corriger le champ optique, en fait, vraiment élargir ce champ de vision, on le travaille jamais assez. Et les personnes qui sont myopes, par exemple, elles devraient, si elles travaillaient la musculature, il y a le yoga des yeux qui existe, qui est absolument génial. Et si on travaille cette musculature dans l'œil, en fait, on va vraiment élargir cette vision, ce champ, et on n'aura plus besoin de tourner la tête autant pour prévoir l'obstacle d'après. On aura besoin simplement de faire travailler ses yeux. Et ça, on gagne quand même quelques secondes dans chaque parcours. Donc c'est énorme. Alors ça, je travaille avec des personnes qui sont spécialisées là-dedans. On ne peut pas être spécialisé dans tout. Il faut aussi savoir remettre les choses à leur place, savoir orienter la personne vers le bon professionnel, et puis s'intéresser à tout, évidemment. Donc après, je vais envoyer vers un ostéopathe si c'est plus du structurel. Je vais envoyer vers un coach qui va faire du renforcement musculaire si c'est quelqu'un qui est loin et puis que je ne peux pas tout de suite coacher.
ou des personnes qui sont vraiment professionnelles. Les sophrologues, par exemple, sont très bons coachs pour les cavaliers. C'est peut-être une impression, tu vas dire si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression que souvent on fait beaucoup pour son cheval. En tout cas, j'ai l'impression quand on fait du loisir, parce qu'on se dit on fait pas de compétition, donc on n'est pas entre guillemets un sportif d'élite. Mais parfois, est-ce qu'on n'oublie pas un peu de muscler ou de soigner le cavalier en lui-même pour qu'il ait justement la musculature, la souplesse nécessaire pour monter à cheval correctement? Oui, personnellement, c'est un grand manque que je trouve dans ce sport, parce que finalement, on essaye de faire au mieux pour son cheval. Et ce qui est merveilleux, là, on a vraiment dépassé, je pense, toutes les startups maintenant font du mieux qu'elles peuvent pour pouvoir améliorer technologiquement parlant l'efficience, la performance du cheval. On voit l'évolution du cheval depuis des années, c'est énorme et c'est très bien. Mais par contre, les cavaliers, effectivement, s'oublient un petit peu là-dedans. Mais ça vient au fur et à mesure, on se rend compte aussi que c'est une remise en question qui est permanente. Donc ça vient au fur et à mesure. C'est toujours délicat de dire, votre cheval il a mal au dos parce que vous montez déséquilibré ou parce que vous mettez plus de poids à droite ou à gauche. C'est toujours délicat de le dire. Par contre, si on prend déjà conscience de tout ça, ça leur permet de se remettre en question. Mais pour la plupart, ça devient presque naturel parce que finalement, c'est plus tout le temps la faute du matériel. Avant, on mettait beaucoup la faute sur le matériel finalement. Alors c'est bien, il faut vraiment et moi je travaille vraiment avec des professionnels qui font des selles merveilleuses et c'est vraiment là où on voit la personne qui est qualitative parce qu'elle va se remettre en question et pas tout le temps changer de selle toutes les années. Évidemment, le cheval il évolue, évidemment la musculature évolue. Il n'y a pas forcément besoin de changer de selle toutes les années non plus. Peut-être quelques conseils pour, je sais pas, quelqu'un qui fait du loisir simplement avec son cheval, donc qui n'a pas d'objectif sportif, pour lui-même, pour sa personne en tant que cavalier, qu'est-ce qu'il pourrait faire à côté de sa pratique de l'équitation pour se renforcer, se faire du bien pour être un meilleur cavalier en fait? J'imagine que c'est une large question, mais si tu as peut-être deux, trois, je sais pas, tu disais le yoga, 2-3 petites astuces. Oui, c'est une hygiène de vie, finalement. C'est un mode de vie. On est là pour donner du confort au cheval, et puis même si on veut simplement se faire plaisir en loisir, c'est une hygiène de vie. Donc ça veut dire qu'il faut quand même écouter son corps, parce que pas faire de forcing, c'est-à-dire que si on se sent mal un jour, il ne faut pas oublier que les chevaux sont des éponges à émotions. Donc ils vous sentent arriver à des kilomètres, si vous n'êtes pas bien émotionnellement ou physiquement, ils vont le ressentir. Donc il y a ces deux aspects qu'il faut travailler en général. Et c'est vrai que l'équilibre de vie, c'est le plus important, mais c'est le plus difficile à travailler. Et toute sa vie. Tous les jours, on aura quelque chose au travail qui peut-être nous a contrariés, ou une personne qu'on a rencontrée, ou une situation à régler. Et ça, il faut savoir prendre du recul sur soi-même, travailler sur ces situations-là pour que émotionnellement, ça nous touche le moins possible, mais qu'on puisse aussi éviter que ça nous touche physiquement. Parce qu'on le dit souvent, quand on a mal au dos, on en a plein le dos, on en a plein les épaules. Bon, physiquement, ça va se ressentir sur les trapèzes, sur la colonne, etc. Il y a ce jeu, en fait, entre les mots du corps, parce que moi, j'aime beaucoup travailler avec le dictionnaire de la métamédecine. C'est vrai qu'on va peut-être faire prêter attention sur une pathologie qui finalement venait d'une pathologie physique, qui finalement venait d'une pathologie émotionnelle, ou un choc émotionnel qu'on a pu avoir et qui va nous faire mal au sternum par exemple, ou nous refermer la cage thoracique, ou nous refermer les épaules, et puis là il faut travailler la respiration, etc. Donc oui, mes conseils ce serait vraiment d'avoir une hygiène de vie qui soit le plus proche d'une vie saine finalement, d'être équilibré, de manger équilibré. Oui, on peut faire des excès de temps en temps, mais pas trop non plus. Et le but, c'est aussi de se sentir bien et d'être en forme. Parce que comme je l'ai dit au tout début de l'interview, pour moi, la base de la vie, c'est la santé. Sans la santé, on ne peut rien faire. On peut avoir des objectifs, mais si on n'a pas la santé pour les atteindre, comment on va arriver à marcher sur le chemin de la vie, la mission de vie finalement.
Et puis quand on va monter à cheval, est-ce que tu conseillerais de faire des étirements avant? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire? S'échauffer simplement? Oui, il faut savoir bien les faire, parce que c'est vrai que je vois souvent des cavaliers qui vont trop tirer en fait les antérieurs ou trop tirer les postérieurs. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est vraiment faire ces assouplissements en fait latéraux avec l'encolure, de travailler avec la carotte jusqu'à la pointe de la hanche, avec le chanfrein bien droit, qui soit vraiment perpendiculaire au sol, parallèle au sol, pour vraiment venir étirer l'encolure jusqu'à la pointe de la hanche. Ce sont des petites choses qu'on peut facilement apprendre. Et en fait qui embellissent la vie du cheval au quotidien. J'aime bien le faire après le travail parce que les muscles sont chauds aussi, on peut étirer un petit peu plus mais pas trop, pour pas faire trop de micro-déchirures, parce qu'on sait que les micro-déchirures c'est aussi ce qu'il y a de bon dans le muscle, parce qu'il va se reconstituer au fur et à mesure, il va se renforcer. Mais si vous étirez un antérieur à froid et très fort, là on risque le claquage, clairement. On risque beaucoup de déficiences musculaires, des attaches ligamentaires, et finalement c'est pas le but. Et est-ce que le cavalier, lui, il doit s'étirer avant de monter ou s'échauffer? Ça devrait être essentiel, ça. Ça devrait être obligatoire. Mais regardez les athlètes de haut niveau. Si on regarde les athlètes de haut niveau en JO, ils ont des préparateurs physiques, ils ont des préparateurs mentaux, ils ont des rituels. Donc, on ne va pas faire un sprint sur tant de mètres si on ne s'est pas échauffé avant. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est pareil pour monter à cheval. Ça devrait être obligatoire, oui. Tu l'as évoqué avec les étirements, que tout le monde pourrait apprendre à le faire. Tu as lancé récemment ta chaîne YouTube avec plusieurs vidéos qui expliquent déjà des petites astuces. Tu expliques par exemple comment on peut détecter des zones de tension sur son cheval. Il y a des conseils pour les juments qui ont des douleurs ovariennes, etc. Est-ce que pour toi c'est important de partager ton savoir? Oui, beaucoup. Ma philosophie de vie, en plus d'avoir la santé, j'ai vraiment 3 choses dans ma vie. C'est de pouvoir créer, de pouvoir partager et de pouvoir transmettre. Si j'ai pas ces 3 choses, je vois pas quelle est la mission de vie finalement. Et de créer quelque chose pour le bien-être. Alors moi je me suis vraiment spécialisée dans les cavaliers et les chevaux, mais ça peut être n'importe quoi. Je veux dire, une personne, chaque jour elle crée quelque chose. Elle crée une émotion, elle crée une situation, etc. Et moi j'aime partager, et je pense que c'est important vraiment de partager ses connaissances, parce que il faut laisser une trace derrière soi. Quelle qu'elle soit minime, il faut laisser une trace derrière soi, et pouvoir transmettre ses connaissances, c'est aussi partager son savoir, c'est aussi partager ses expériences qu'on a pu avoir, et c'est ce que je rêve de faire à travers cette chaîne vidéo, cette chaîne YouTube. Toutes les vidéos que je suis en train de mettre en place, finalement, c'est pour se dire, j'ai envie d'apporter du bien-être à tout le monde, et que ça puisse être vraiment une expansion. Donc maintenant les technologies, ça nous sert à ça nous sert à partager les connaissances, et j'ai vraiment aucun souci sur ça, parce que je me dis finalement c'est cette philosophie que j'ai envie d'avoir. Il y a du travail pour tout le monde, il faut travailler ensemble et partager les connaissances et les transmettre en fait, parce que les paroles enseignent, mais les actes attirent. Et j'aime bien cette phrase là, parce que ça permet aussi de donner l'exemple. Pas simplement de parler et de dire c'est bien de faire ça, vous devriez faire ça, mais est-ce qu'on les applique à soi? Et c'est ma philosophie de vie, de créer, transmettre et partager. Alors là, c'est un peu difficile d'expliquer en audio comment, par exemple, détecter des zones de tension, etc. Donc je mettrai les vidéos en lien dans la description du podcast, donc vous pourrez aller regarder tout ça. Ce sera plus parlant en vidéo qu'en discutant. Bien sûr. Oui. Avec la vidéo, je décris vraiment en fait la position de la main qu'on peut avoir sur le dos du cheval pour détecter les zones de tension. Et puis après, ce qui est le plus difficile, c'est de gérer la pression. Mais ça, je le fais aussi en cours en présentiel. Donc il y aura une formation en ligne qui va arriver, et ce sera plus en présentiel que je pourrai vraiment travailler avec les personnes sur le toucher et la pression qu'il faut mettre sur la musculature du cheval.
Donc là, c'est nouveau, tu vas aussi enseigner en présentiel, c'est quelque chose que tu es en train de mettre en place? Oui, tout à fait. Actuellement, j'écris le livre sur la méthode Ekinea. Donc c'est comme j'ai dit avant, de pouvoir créer, j'ai vraiment créé ma propre méthode parce que je travaille beaucoup sur le système nerveux, sur les terminaisons nerveuses qui permettent en fait de simplement en travaillant sur ces terminaisons nerveuses de détendre la musculature profonde. Et ça détend 2 fois plus rapidement. Et puis après, on peut vraiment bien masser. Donc cette méthode, je l'ai acquise au fur et à mesure des années, des expériences que j'ai faites auprès de plusieurs chevaux, que ce soit des chevaux très jeunes, des poulains, des juments, ensuite des retraités, et qui a toujours très très bien marché sur les charnières articulaires, sur les terminaisons nerveuses au niveau de la sangle. Et donc j'avais envie de partager ça dans un livre, et j'avais envie aussi de partager ça dans une formation en ligne et en présentiel pour les personnes qui veulent en connaître, en savoir plus sur cette méthode. Donc là, c'est en plein dedans, là tu es en train d'écrire le livre, oui. Tu es vraiment oui. dedans. Oui, ok. Ce sera tout nouveau prochainement. Ah bah c'est une chouette nouvelle, du coup qu'on pourra annoncer par le podcast. Oui, tout à fait. Et alors, Ekinea, c'est aussi ta marque d'argile. Pourquoi l'argile et comment tu es arrivée à lancer cette gamme? Alors l'argile, moi je l'utilise déjà depuis très longtemps. Je me soigne souvent avec ça parce que finalement c'est quelque chose qui absorbe les toxines. Donc l'argile provient de la roche. Ne pas confondre avec les algues marines, hein, parce que souvent on me demande la différence. Donc j'ai écrit un article là-dessus dernièrement sur ma page LinkedIn. On peut vraiment voir la différence entre l'argile et les algues. Parce que ça ne va pas travailler de la même façon et on n'aura pas le même produit final. Donc le même résultat sera ici, par contre, avec différents types de matières. Et puis les chevaux il y en a qui préfèrent l'argile, il y en a qui préfèrent les algues. Et je me suis intéressée beaucoup à l'argile. J'ai mis presque 1 année et demie, même plus, pour sélectionner la poudre d'argile avec laquelle je voulais vraiment confectionner ma gamme. Parce que c'est de la poudre beige d'argile qui est de qualité supérieure parce que je la prends vraiment sur une partie où il y a énormément de minéraux dedans. Et j'y ajoute des huiles essentielles, des eaux florales surtout. Et les eaux florales, je travaille avec une agricultrice qui a des champs de Provence merveilleux. Et donc elle me confectionne vraiment l'eau florale de lavande et de menthe aussi, poivrée, pour avoir quelque chose de beaucoup plus rafraîchissant sur les tendons. Et donc en variant l'eau florale dans la poudre d'argile, parce qu'avant on mélangeait la poudre avec de l'eau, donc oui, ça reste de la poudre avec de l'eau, l'argile marche très bien, ça absorbe les toxines, c'est parfait. Mais si on ajoute en plus l'eau florale, parce que l'argile elle pompe en fait les toxines, donc si on met de l'eau qui est très calcaire ou autre, ça va aussi pomper ça. Mais si on met de l'eau florale qui est de très bonne qualité, ça amplifie les soins thérapeutiquement parlant. Et comment ça t'est venu à l'idée de faire cette association? C'est par ta maman, la naturopathie? Oui, tout à fait, parce que elle avait des ruches aussi, on avait les ruches à la maison, et au fur et à mesure, elle nous soignait tout le temps avec de la propolis, avec des eaux florales parfois, quand il faisait très chaud l'été. Ça nous arrivait de boire de l'eau florale de menthe poivrée par exemple, et ça, il n'y a pas tout le monde qui le connaît, et j'avais envie de partager ça parce que finalement l'argile, tout le monde l'utilise en sport en complet, surtout ils utilisent beaucoup l'argile, et ça arrive de plus en plus parce que finalement on a fini un parcours, on met de l'argile sur les tendons, les jambes du cheval. Mais on pourrait en mettre plus haut, on pourrait en mettre sur les épaules, on pourrait en mettre le long de la colonne, on pourrait en mettre sur les charnières articulaires, sur la pointe de la hanche, sur les jarrets, sur les rotules. Et donc je vois toujours sur les tendons aux antérieurs, mais on peut faire beaucoup de choses avec l'argile. Et ça, encore une fois, c'est dans la philosophie de prévenir des médecines alternatives et de la prévention. Et là, du coup, c'était aussi dans ton idée de créer que tu t'es lancée dans ce projet de lancer ta gamme d'argile, alors que, je sais pas, tu n'avais sûrement jamais créé un produit thérapeutique avant. Non, j'avais jamais créé de produit, parce que déjà c'est très compliqué, on est quand même très réglementé, surtout avec les huiles essentielles.
Tout est soumis aussi à une réglementation assez stricte par rapport à ça, donc il faut aussi bien connaître le produit, d'où il vient. Et c'est ça que j'aime, c'est que moi je travaille avec des producteurs locaux, agriculteurs, qui travaillent dans tout ce qui est biologique. Donc je connais vraiment d'où vient le produit, il n'y a pas de transformation, c'est totalement naturel, c'est 100% bio. Et je voulais vraiment absolument avoir un produit où je sais ce qu'il y a dedans à 100%. Je crois qu'on a déjà pas mal évoqué tes futurs projets. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver bientôt qu'on pourrait évoquer ? Alors comme j'ai dit, il y a cette formation en ligne qui va bientôt sortir sur la méthode Equinéa. Elle sera certainement à 2 niveaux. Pour tout cavalier qui aimerait simplement connaître les bases du massage pour son cheval, ou qui le fait déjà maintenant, mais bon, qui ne sait peut-être pas les petites subtilités, où là je vais partager mes conseils, je vais partager mes astuces à travers ma chaîne YouTube. Et puis la formation en massage équin qui sera beaucoup plus complète sur la méthode Equinéa. Donc là, c'est clairement pour les thérapeutes qui veulent être certifiés sur cette méthode-là, Equinéa. Donc ce seront des formations en présentiel avec des intervenants externes que je vais faire venir, parce que d'enseigner la méthode en soi, c'est bien, mais il faut aussi comprendre tout ce qu'il y a autour. Donc il va y avoir une personne qui va faire du bead fitting pour aussi comprendre comment on va travailler le massage de la mâchoire du cheval, de l'ATM, une personne qui est spécialisée dans l'atlas, qui va aussi pouvoir exprimer toutes ses connaissances sur cette partie-là, parce que la première cervicale, elle est extrêmement importante sur tout le reste du corps. Une personne qui a travaillé sur la vision du cheval, une personne qui travaille en ostéopathie plutôt viscérale, une autre personne en ostéopathie fonctionnelle. Donc je me suis vraiment entourée de professionnels pour pouvoir développer quelque chose de très complet. Et comment ça va se passer ? Elle sera certifiée ? Comment ça se passe pour créer une formation comme ça ? Oui, alors pour créer la formation, c'est de longues heures d'études, parce qu'il faut la créer, il faut l'écrire, cette formation. Et j'ai la chance maintenant d'avoir une assistante qui m'aide et plusieurs personnes aussi qui m'aident pour créer la formation en ligne et en papier. Et la formation, elle sera effectivement certifiée, parce qu'il faut savoir, ça reste quand même quelque chose de manuel, donc on ne peut pas tout faire en ligne. Il faut certifier, valider les modules. En fait, il va y avoir 3 modules avec 4 chapitres dans chaque module. Et il faut valider les modules en présentiel avec des stages, avec des études de cas sur des chevaux complètement différents, parce que c'est pas la même chose de masser un poney qu'un poulain, qu'une jument, qu'un étalon, qu'un cheval qui fait du dressage, qu'un cheval qui fait du saut d'obstacle ou du cross. Ça me fait penser, comme ça, encore une petite question. Est-ce que tu as des anecdotes avec des chevaux, je sais pas, avec qui c'était très compliqué, ou avec qui t'as vu beaucoup de changements ? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête ? Oui, j'en ai vu beaucoup. J'en ai vu beaucoup. Il y a des chevaux qui sont très dans la résistance, dans le contrôle. Ce qui est assez paradoxal, parce que le cheval n'a pas d'ego finalement. Comme nous, on va pouvoir se retenir peut-être quand on se fait masser, ou se dire « Ah non, je vais pas lui dire que j'ai mal là parce que je suis forte, etc. » Les chevaux, non, ils le disent tout de suite. Et donc, ça passe ou ça casse. Donc, quand on travaille sur un point qui va être vraiment très douloureux pour le cheval, il va le faire voir tout de suite. Mais c'est là où il faut être très à l'écoute. Et quand on a une approche, une lecture du cheval en préalable, on évite ce genre de blessures qu'on peut faire au cheval, où on essaie d'anticiper en fait ses besoins tout simplement. Mais j'avais une anecdote où effectivement un cheval il s'est relâché, je pense, après 30 minutes de massage, où j'ai vraiment travaillé sur les intercostaux, et il bâillait. Il a fait bâiller tous les autres chevaux à côté tellement il bâillait. Et finalement, c'est ça, on relâche en fait toutes les tensions. Bah écoute, merci beaucoup pour ton interview, c'est vraiment passionnant. Et merci à toi. Pour toutes les personnes qui ont envie de voir comment tu travailles, ou qui s'intéressent à ce que tu fais, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux Equinéa. Sur le site internet. Sur le site internet et sur la chaîne YouTube. Tout à fait. Voilà, alors merci beaucoup Marie. Merci Mélanie. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu.
Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, des retours ou des suggestions, vous pouvez aussi me contacter sur Facebook et Instagram sur la page Un sabot après l'autre. À bientôt!